Je vous remercie pour l'invitation. Donc on va parler toujours de qualité de vie et chez les enfants, les adolescents et également les adultes, donc nés avec une malformation cardiaque. Deux, trois mots d'épidémiologie pour ceux qui ne sont pas familiers avec les cardiopathies congénitales. C'est à peu près 1% des naissances vivantes, ce que l'on estime. En France, c'est à peu près 8000 nouveau-nés par an et on estime qu'il y a à peu près 400 000 personnes qui vivent avec une cardiopathie congénitale. Si l'on compare avec des pathologies qui sont un peu plus familières, il faut savoir que les cardiopathies congénitales, c'est 3 fois plus que les patients VIH et à peu près 2 fois plus que les patients atteints d'une maladie de Parkinson. Globalement, pendant des années, ces enfants mouraient, et dans les années 80, c'était la première cause de mortalité infantile, et depuis les années 2000, il y a eu donc beaucoup d'améliorations et de progrès médico-chirurgicaux qui ont fait que, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus la première cause de mortalité dans les pays développés, bien que la mortalité infantile reste quand même élevée. Ça représente à peu près 10% de la mortalité infantile. Donc c'est ce que je vous évoquais juste avant. Vous voyez, avant les années 90, le taux de mortalité des cardiopathies congénitales était assez importante. Et après, à partir des années 90, on voit qu'il y a une nette amélioration. Ici, par exemple, la fameuse transposition des gros vaisseaux. Vous voyez qu'avant les années 90, l'espérance de vie à 30 ans était à peu près de 60%. À l'heure actuelle, on estime qu'un enfant qui naît avec une transposition des gros vaisseaux a une espérance de vie, en tout cas une survie à l'âge de 20 ans, de près de 100%. À tel point que les études canadiennes ont démontré qu'il y avait un point d'inflexion. Donc à partir de 2005, ils estiment qu'au sein de leur territoire, il y a maintenant plus d'adultes vivant avec une malformation cardiaque que d'enfants. Et donc vous me voyez venir, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser donc à ces fameux outcomes que l'on appelle les PRO, les Patient-Related Outcomes, qui correspondent en fait aux morbidités de ces enfants et de ces adultes-là, dont par exemple la morbidité neurodéveloppementale dont on a parlé tout à l'heure. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cette fameuse qualité de vie. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je pense que c'est quand même très important de bien comprendre cette idée de qualité de vie qui est très intime, qui est très personnelle à chacun et qui est en fait globalement un outcome qui est difficile à utiliser en science parce que c'est un outcome qui par définition est très subjectif et qui est très multidimensionnel. Donc lorsque l'on veut faire des études sur la qualité de vie, il faut bien évidemment avoir des scores qui sont établis et qui nous permettent d'avoir une certaine reproductibilité. J'attire juste votre attention sur le fait que lorsque l'on utilise certains scores de qualité de vie, il nécessite d'avoir une prise en compte de au moins 4 dimensions particulières. La dimension physique, la dimension psychologique et sociale, la dimension sur le sentiment de bien-être. Et nous, dans nos études, et dans les études que je vais vous présenter, on ne parle pas de qualité de vie globale, mais de Health-Related Quality of Life, c'est-à-dire vraiment la qualité de vie qui est associée aux soins, qui pourrait répondre à la question de quel est l'impact de votre pathologie sur votre qualité de vie au quotidien. Et en fait, lorsque l'on se pose cette question-là, c'est vrai que de temps en temps, quand je discute avec des collègues, et moi aussi, de temps en temps, je me suis dit, globalement, je pense que je connais en fait la qualité de vie de mes patients. J'ai l'impression que quand je les vois en consultation, je les connais bien, ça fait des années que je les suis. Globalement, en fait, je me trompe complètement, et on se trompe tous. Lorsque l'on demande à peu près, donc, au sein de cette étude, à peu près 150 médecins, infirmières, donc des cardiologues, des réanimateurs, des infirmières de soins intensifs, etc., de définir la qualité de vie de leurs patients, on voit que globalement la plupart des gens se trompent et que le taux de corrélation est très faible. Et même lorsque l'on regarde par catégorie, on peut penser en se disant que globalement un cardiologue qui suit un patient depuis 20 ans va le connaître de manière un peu plus approfondie, va connaître un petit peu sa vie et connaître sa qualité de vie. Globalement, en fait, il n'y a personne qui fait mieux, aussi bien l'infirmière que le cardiologue que le réanimateur. Personne ne sait prédire en fait la qualité de vie de ces malades. À tel point que même entre nous, en fait, on n'est pas du tout d'accord. Et on n'arrive même pas à avoir une vision globale similaire par rapport à la qualité de vie de nos malades. Donc réellement une preuve qu'il faut étudier la qualité de vie au sein de ces patients-là. Si l'on regarde donc la qualité de vie des enfants et des jeunes adultes, et pourquoi en fait il faut vraiment essayer de voir ça de manière longitudinale, parce que la qualité de vie la vision de sa qualité de vie va être différente selon son âge, selon son vécu, etc. Eh bien, il y a beaucoup d'études, et comme les topos précédents l'ont montré,
On a aussi bien des études qui vont montrer qu'il y a une altération de la qualité de vie, mais des études qui vont montrer un certain paradoxe en disant que bon, quand on s'est fait opérer d'une malformation cardiaque, on a une qualité de vie encore meilleure que celle de la population générale. Par contre, il y a certaines choses qui ressortent de manière assez systématique, c'est que globalement, on a quand même l'impression que chez ces enfants-là, il y a une atteinte de la qualité de vie sur le plan physique, notamment pour les enfants qui ont une cardiopathie congénitale palliée, donc pas réparée à 2 ventricules mais à 1 ventricule. Et plus la cardiopathie congénitale paraît complexe, plus l'altération de la qualité de vie paraît importante. Néanmoins, cette hétérogénéité, elle est majeure, et elle est d'ailleurs représentée ici par le I-square que l'on voit à 92%. Et en fait, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre lorsqu'on étudie les cardiopathies congénitales. Pourquoi? C'est-à-dire que lorsqu'on étudie les cardiopathies congénitales, on peut se dire, bon, globalement, c'est une pathologie avec une prévalence assez forte, c'est près d'1% des naissances vivantes, sauf qu'en fait, il y a des centaines de cardiopathies congénitales différentes, avec des classifications différentes sur le plan embryologique, anatomique, physiopathologique, clinique, et le parcours de soins peut être complètement différent. Une même cardiopathie congénitale, par exemple ici l'exemple du ventricule droit à double issue qui porte exactement le même nom, 2 enfants vont pouvoir avoir 2 ventricules droits à double issue, un sera réparé à 2 ventricules, aura une seule intervention, l'autre aura un autre type de ventricule droit à double issue, finira par être pallié, aura plusieurs chirurgies, finira avec un pacemaker, etc., etc. Donc le parcours de soins est complètement différent. Et si vous faites des études en disant mon facteur d'exposition va être les cardiopathies congénitales en mélangeant tout le monde, globalement, ça explique l'hétérogénéité importante que l'on trouve. C'est pour ça qu'on a publié une étude il y a 2 ans, l'année dernière, je crois, où on s'est dit, globalement, on va essayer de sortir des classifications chirurgicales, de complexité, etc. Et on va se dire, qu'est-ce qui peut impacter potentiellement la qualité de vie de ces enfants-là, et qu'est-ce qui peut aussi impacter la qualité de vie de ces enfants à travers le regard de leurs parents. Donc on a ouvert comme objectif d'évaluer la qualité de vie à l'âge de 8 ans au sein d'une étude en population. Et puis on s'est dit que probablement il fallait qu'on groupe ces patients-là, pas par rapport à la spécificité de leur cardiopathie ou par rapport aux techniques chirurgicales qu'ils allaient avoir, etc., mais probablement par rapport à leur vécu et à leur parcours de soins. On a donc utilisé les données de l'étude EpiCard. C'est une étude en population, donc à Paris, aux Premières Couronnes. Pendant 3 ans ont été inclus, donc de 2005 à 2008, l'ensemble des enfants nés avec une malformation cardiaque, avec un dépistage donc anténatal et postnatal jusqu'à l'âge d'1 an. On avait à peu près 2500 patients éligibles. Notre population éligible était donc à peu près 2500 patients. On a eu à peu près 30% de perdu de vue sur les 8 ans, ce qui est à peu près globalement retrouvé sur toutes les études longitudinales, sans biais de sélection important retrouvé qui pouvait altérer donc nos résultats. Et donc on avait à peu près 750 malades que l'on pouvait évaluer par rapport à leur qualité de vie. Et puis on a bien évidemment distingué les enfants avec une malformation cardiaque isolée et les enfants avec une malformation cardiaque rentrant dans le cadre d'un syndrome et d'une mutation génétique. Je ne vais pas vous donner tous les résultats de cette étude, mais globalement, 2 résultats principaux. Est-ce qu'on a une qualité de vie différente lorsqu'on a une malformation cardiaque qui rentre dans le cadre d'un syndrome versus non? Et est-ce qu'on a une qualité de vie différente selon le parcours de soins? Donc voici les groupes que l'on a créés, qui sont discutables, en tout cas ça a été notre choix. On s'est dit, donc le premier groupe, ça sera donc les cardiopathies congénitales qui sont strictement suivies en consultation et qui ne mettent pas le pied en hospitalisation. Le groupe 2 a été l'ensemble des enfants qui ont une cardiopathie congénitale qui est considérée comme réparée, avec une ou plusieurs interventions à l'âge de 3 ans. Cet âge de 3 ans est au sein du processus de recherche. On a vraiment réfléchi à quel est l'âge qu'on allait déterminer. Et puis en fait, on a déterminé 3 ans par rapport à la mise en place de la mémoire épisodique théorique. Et puis on pourra discuter d'autres âges potentiels. Et puis, l'autre groupe était donc la réparation après l'âge de 3 ans, avec un ou plusieurs interventions. Et puis, le groupe particulier des enfants qui n'ont pas une chirurgie cardiaque, qui ne finissent pas réparée à 2 ventricules, mais qui ont des palliations univentriculaires. Et puis, on avait un groupe témoin, parce qu'en effet, on a une grosse problématique, c'est quels sont les groupes de référence. Donc, nous, on avait notre propre groupe témoin au sein de cette étude, qui correspond à l'ensemble des enfants avec une cardiopathie spontanément résolutive, par exemple les CIV qui se ferment toutes seules ou les petites CIA. Globalement, voici ce que l'on retrouve comme résultat. La première chose, donc ici, c'est les scores de qualité de vie reportés par les enfants, et ici, les scores de qualité de vie reportés par les parents. Donc, c'est la qualité de vie de l'enfant à travers les yeux des parents, ou la qualité de vie des enfants
qui s'expriment eux-mêmes. Donc ce que l'on voit lorsque l'on compare les cardiopathies congénitales isolées des patients syndromiques, on voit qu'en effet, lorsqu'on est un patient syndromique, on déclare un score de qualité de vie un peu moins bon, mais avec des tailles d'effet qui ne sont pas forcément très importantes. Contrairement à leurs parents, où à travers les yeux des parents, il y a une différence nettement significative et qui atteint aussi bien le domaine physique que le domaine psychosocial. Après, lorsque l'on regarde selon donc notre hypothèse principale, c'était est-ce que donc, le parcours de soins influençait cette qualité de vie? Eh bien, on voit qu'on avait une hypothèse qui tient quand même assez bien la route. On voit que tous les patients qui ont été suivis en consultation, globalement, vous voyez, il n'y a pas de réelle différence significative et d'altération sur leur qualité de vie. On voit que tous les patients, tous les enfants qui ont été réparés avant l'âge de 3 ans, eh bien, on voit que de la même manière, bien qu'ils déclarent quand même des scores de qualité de vie un peu moins importants que la population de référence, eh bien on voit que la taille d'effet n'est pas importante. Et en fait, les groupes de patients qui déclarent vraiment une altération de la qualité de vie importante, ce sont tous les patients qui sont réparés et qui bénéficient donc d'une chirurgie cardiaque après l'âge de 3 ans, donc qui sont exprimés par les enfants, avec une taille d'effet modérée et une nette prédominance sur le domaine psychosocial. Donc on peut vraiment se poser la question du vécu de l'hospitalisation pour ces enfants-là. Et puis de la même manière, les parents décrivent exactement la même chose, avec des tailles d'effet plus importantes, mais toujours aussi une nette prédominance du domaine psychosocial. Et puis pour les enfants qui ont des chirurgies palliatives, donc de multiples chirurgies et qui finissent avec une dérivation cavo-pulmonaire totale, eh bien on voit qu'ils déclarent donc une altération de leur qualité de vie, toujours de la même manière, avec une prédominance des domaines psychosociaux, et peu globalement d'atteinte de score physique, alors que c'est plutôt ce que l'on aurait attendu. Et puis leurs parents, de la même manière, déclarent une altération de la qualité de vie, mais à travers les yeux de leurs parents, ce qui impacte le plus la qualité de vie de leur enfant, c'est plutôt le fait qu'ils aient un réel handicap physique. Si on continue et qu'on regarde les adolescents en prenant un groupe spécifique, donc ce groupe très à risque des enfants avec une chirurgie palliée, donc les ventricules fonctionnellement uniques, on voit que ça persiste. Globalement, ils déclarent une altération de la qualité de vie significative avec à peu près une déviation standard. Et par contre, là, on voit qu'il commence à y avoir une petite modification à travers les yeux des adolescents, où on voit que le domaine qui commence à les impacter le plus, c'est le domaine physique, bien que le domaine psychosocial soit toujours très impactant pour eux. Et on voit qu'il y a certains facteurs qui vont favoriser l'altération de la qualité de vie, tels que l'hypoplasie du ventricule gauche. C'est bien que, globalement, vivre avec un ventricule droit systémique, c'est beaucoup plus embêtant qu'avec un ventricule gauche systémique, et le fait d'avoir une palliation de fond de temps plus tardive. Maintenant, si on s'intéresse aux adultes, globalement, il y a certaines études où on regarde et on voit que la conclusion des études, c'est en fait, vivre avec une cardiopathie congénitale lorsqu'on est adulte, c'est génial. Il y a même ce qu'on appelle le well-being paradox. En fait, ils vont même mieux que les populations de référence. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde cette étude-là, donc ici en noir, donc c'est la moyenne de la population de référence, en pointillé rouge, c'est la barre qui correspond à l'altération de la qualité de vie. On voit que si on regarde en population globale, sans faire attention à l'homogénéité des patients, on voit que ils déclarent quand même une qualité de vie qui est quand même bonne. Et puis lorsqu'ils ont strictement aucun handicap, d'accord, ils déclarent même une qualité de vie qui est au-dessus de la population de référence. Et puis après, ils ont regardé par rapport aux différents handicaps. Et donc là, à ce moment-là, dans cette étude, il conclut que, bien évidemment, comme n'importe quelle population, à partir du moment où on a un certain handicap, par exemple ici la mobilité, eh bien on déclare une altération de la qualité de vie plus importante. Et quand on regarde par contre en détail cette étude, c'est combien il y a de personnes, combien d'adultes en fait qui sont en situation de handicap. C'est quand même 40% de cette cohorte. Donc ça veut dire que il y a 2 patients sur 5 avec une cardiopathie congénitale qui va avoir une altération de la qualité de vie qui potentiellement est expliquée par un handicap, avec une nette prédominance d'un handicap au niveau de la cognition. Et puis en fait, lorsqu'on regarde ces études, on se dit quand même, quand on regarde les études des enfants, des adolescents, on se dit quand même c'est quand même assez alarmant, et là on tombe sur les études d'adultes, on se dit que tout d'un coup, globalement, ça devient anecdotique, ils n'ont pas vraiment une altération de la qualité de vie. Sauf que, où sont en fait les cardiopathies congénitales les plus sévères et les plus complexes? Et lorsqu'on regarde en détail, ici, en fait, c'est des courbes de survie par rapport au niveau de qualité de vie, on voit que plus on a une mauvaise qualité de vie, plus on est à risque en fait, de décéder. Et donc probablement qu'il y a un certain biais de survie et qu'à la fin, quand vous arrivez sur une population de 40 ans et vous leur demandez quelle est votre qualité de vie,
ben, tous ceux qui avaient une mauvaise qualité de vie ne sont plus là pour répondre. Et si on regarde en détail, en fait, qu'est-ce qui se considère comme cardiopathie sévère à l'âge adulte par rapport aux études pédiatriques? Eh bien, vous voyez que les cardiopathies congénitales considérées comme sévères, c'est quoi? C'est coarctation de l'aorte, tétralogie de Fallot, transposition des gros vaisseaux. En cardiologie pédiatrique, ce n'est pas du tout des cardiopathies qu'on considère vraiment comme sévères. D'accord? Enfin, quels sont les autres déterminants? Quel est le profil type de l'altération de la qualité de vie d'un adulte Gooch? Donc, globalement, c'est des adultes qui ont plus de 30 ans, c'est des adultes qui ont un faible niveau d'éducation, c'est des adultes qui vont déclarer une instabilité sur le plan du travail, ils sont au chômage ou ils ont des petits boulots précaires, et puis toujours cette prédominance de la cardiopathie complexe, même si on n'atteint pas la significativité, donc qui ramène un petit argument en plus pour peut-être un effet de dilution au cours du temps. Et puis est-ce que c'est différent selon les cultures d'où l'on vient, selon les différents pays? Eh bien, globalement, pas trop. Là, c'est une étude qui montrait l'impact de l'hospitalisation sur la qualité de vie des adultes, donc avec une médiane d'âge de 30 ans à peu près. Et on voit que la question a été est-ce que vous avez été hospitalisé sur les 12 derniers mois? S'il y avait une hospitalisation dans les 12 derniers mois par rapport à ceux qui n'étaient pas hospitalisés, on voit qu'il y a une nette altération de la qualité de vie, quels que soient les pays, avec une taille d'effet qui est au moins modérée, sauf apparemment pour les Japonais. Bon, chez eux, il n'y a pas trop de problèmes. Et on voit aussi que les autres pros, comme les scores d'anxiété et de dépression, sont également fortement altérés. Il faut finir quand même sur une note d'espoir et être un petit peu positif. Il y a quand même beaucoup de solutions à ça. Probablement qu'en France et dans beaucoup de pays, on sous-estime en fait la nécessité du support psychologique, aussi bien pendant les hospitalisations et après. Donc, en fait, ça fait complètement écho à tout ce qui a été dit précédemment. Il y a quelque chose qui est beaucoup rapporté par les patients, c'est la perte d'autonomie et cette difficulté de ne pas réussir à prendre en charge eux-mêmes leur pathologie. Bon, des fois, en consultation, vous voyez des jeunes adolescents, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont comme cardiopathie congénitale, et leurs parents également. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la littératie en santé. Il y a des programmes d'éducation thérapeutique que l'on peut mettre en place, et ça, dès le plus jeune âge, qui permettrait à ces enfants et à ces familles d'avoir vraiment le sentiment de prendre en charge et d'être un acteur de sa pathologie. Il y a aussi d'autres choses, quelque chose qui est vraiment sous-estimé, en tout cas pour nous, pour les cardiologues congénitalistes, c'est qu'on envoie très peu nos enfants en réhabilitation. Globalement, ils sortent, ils sont ados, ils sortent avec 10 séances de kiné, et puis c'est tout. Et peut-être qu'on sous-estime beaucoup en fait, leur capacité de reprise à l'effort, et que peut-être que ça pourrait aider. Et puis, je pense qu'il y a une part importante de prise en charge neurodéveloppementale. Donc ces atteintes neurodéveloppementales qui sont cumulatives tout au long de la période, avec des petites choses à faire dès la période prénatale, avec des solutions qui existent, avec le périopératoire et le post-opératoire, pour éviter justement cette morbidité neurodéveloppementale qui altère particulièrement la qualité de vie. Je vous remercie. Merci, Dr Derich. Y a-t-il des questions dans la salle d'assistance? Questions? Oui, Adrien. Merci pour votre présentation. Je pense que, juste pour rebondir sur le suivi musculaire de ces patients, je pense que c'est vraiment fondamental qu'il y ait un risque de déconditionnement et que maintenir une activité physique chez des patients, alors ils ne sont pas insuffisants cardiaques, mais en tout cas suivis pour une pathologie chronique, c'est vraiment extrêmement important et ça a des effets bénéfiques, pas seulement musculaires, quoi. Aussi sur toutes les composantes psychologiques, etc., la réadaptation à l'effort, c'est vraiment un truc fondamental. Moi, j'ai une question juste pratique. Vous avez organisé un parcours spécifique pour ces enfants, de ce fait, pour travailler autour de la qualité de vie et l'améliorer à Necker, puisque vous êtes un centre. Il y a beaucoup de projets en cours, mais on est confronté. Vous, dans votre pratique, puisque vous êtes cardiologue pédiatre, vous les voyez, vous les suivez. Et pour le moment, on essaye de mettre en place des choses, mais on est confronté en fait au manque de moyens personnels, quoi. Et le manque d'intérêt porté par les institutions sur cette problématique. Exactement. On a un peu tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'intérêt. Non. Maintenant, ils voient que globalement, en termes de mortalité, on s'en sort pas trop mal et que... Bon, voilà, mais c'est pas le seul outcome, quoi. Ok.
D'autres questions? Non? C'est impressionnant cette thématique, comme elle balaye là, le champ de notre spécialité entre le congénital, l'ECMO-VA ou le patient, entre guillemets, simple de réanimation. Et il y a quand même beaucoup de monde dans la salle, donc c'était vraiment la qualité des interventions était exceptionnelle. Ouais, donc c'est très bien qu'on ait pu faire cette session. Alors, en fait, même on est en avance, donc si vous voulez poser d'autres questions. On est en retard ? Non, c'est juste une remarque, plus ou moins une question. Non, parce que on est un peu étonné de dire que finalement, c'est des gens qui ont une meilleure qualité de vie. Et moi, j'étais passé en réapneumo à la Pitié, où ils sont spécialistes des stimulateurs diaphragmatiques. Il y a 2 histoires un peu particulières qui m'avaient fait réfléchir à ça. Donc, c'est des gens qui sont tétraplégiques puisqu'ils ont besoin d'un stimulateur diaphragmatique. Le premier, c'était un homme de 40 ans qui avait eu toute une histoire de dépression et qui s'était suicidé, enfin qui avait fait une tentative de suicide en se tirant une balle. Donc, il avait raté et il était resté tétraplégique. Et finalement, quand on discutait avec eux, ils se trouvaient plus heureux maintenant qu'avant. Donc, ils se trouvaient plus heureux tétraplégiques que quand il n'était pas tétraplégique. Et il y avait l'histoire d'une jeune fille qui avait eu un accident de la route. Et à 15 ans aussi, en discutant, parce qu'on posait une étude sur le bien-être, et donc elle était tétraplégique, et en fait, quand je lui avais demandé « mais est-ce que tu es malheureuse ?», elle avait rigolé, et elle disait « mais non, mais pourquoi je serais malheureuse ?» Alors que moi, si demain on me dit que je suis tétraplégique, je pense que je vous dirais j'ai de grandes chances d'être malheureux. Et en fait, comme ça, des gens qui ont eu ces expériences-là de mort, finalement, après, ils ont l'air de se satisfaire et d'être heureux. Voilà. J'entends complètement et je suis complètement d'accord que sur le plan individuel, il peut y avoir des gens qui... Et c'est ça le principe de la qualité de vie, c'est que c'est un sentiment subjectif et qui est propre à chacun. Donc lorsque l'on est sur le plan individuel et qu'on discute avec quelqu'un qui vous explique qu'il il voit la vie autrement, etc., je suis complètement d'accord. La seule chose que je tenais à préciser, c'est qu'on a tendance, dans certains congrès, de dire « Ah, mais c'est génial ce que l'on fait, ils ont tous des super qualités de vie », en mixant un peu tout ce qu'on veut. Et donc, je pense qu'il faut faire attention sur le plan populationnel, parce que si on délivre ce message-là, en fait, on se dit qu'il n'y a pas de travail à faire, il n'y a rien à faire. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que oui, même si on a un certain handicap, oui, même si on est passé par des parcours de soins compliqués, alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui arrivent d'elles-mêmes à arriver à cet état d'esprit et à dire que complètement, finalement, ils sont contents encore d'être là et qu'ils ont une bonne qualité de vie, mais peut-être qu'il y a une part importante d'autres qu'il faudrait aider à arriver à ce cheminement-là. On voit aussi que nous qui sommes habitués à prendre des pathologies aiguës en charge, il faut qu'on élargisse notre champ de vision et on va peut-être devenir des médecins de pathologies chroniques aussi liées à la réanimation. Donc c'est vraiment une évolution de la spécialité qui peut être aussi intéressante. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va clore cette session.